Bonjour, je m'appelle Shaun. Grandir dans la banlieue de Boston, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Belle maison, 2 voitures dans l'allée, vacances en famille chaque été. Mes parents, bien que pas riches, offraient une vie confortable à moi et à ma petite sœur, Caitlin. J'avais 12 ans et Caitlin en avait 8 quand tout a changé. Mon père a annoncé qu'il quittait ma mère pour sa secrétaire, Diane. En moins de 6 mois, ils étaient mariés et avaient déménagé en Californie, à 3000 miles de nous. Ma mère, Evelyn, était dévastée. Elle avait été mère au foyer pendant la majeure partie de sa vie adulte. Et soudain, elle a été propulsée dans le monde du travail avec des compétences obsolètes et une montagne de bagages émotionnels. Bien que mon père ait proposé une pension alimentaire, ma mère a refusé par fierté. « Nous n'avons pas besoin de son argent », disait-elle en serrant les dents. Cette décision a rendu les choses financièrement difficiles, mais ma mère était déterminée à montrer à tout le monde qu'elle pouvait se débrouiller seule. En tant qu'aîné, j'ai rapidement appris à prendre mes responsabilités. À 14 ans, je tondais les pelouses en été et je pelletais les allées en hiver. J'aidais à la maison, cuisinais le dîner quand maman travaillait tard et maintenait toujours des notes parfaites. Pendant que je prenais plus de responsabilités, ma mère compensait l'absence de mon père en gâtant Caitlin. Rien ne lui était jamais refusé. Nouveaux vêtements, les derniers jouets, desserts supplémentaires, couvre-feu prolongé. Le raisonnement de ma mère était toujours le même, c'est juste une petite fille à qui son papa manque. Je comprenais la motivation de ma mère, mais le double standard était évident. Quand Caitlin faisait des crises, ma mère la dorlotait. Quand elle ramenait des notes médiocres, ma mère trouvait des excuses, tout le monde n'est pas fait pour les études, disait-elle. Même si Caitlin passait plus de temps sur son téléphone qu'à étudier. Pendant ce temps, on s'attendait à ce que j'excelle en tout sans me plaindre. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'avais économisé assez pour ma première année d'université et obtenu des bourses pour le reste. J'ai choisi une université d'État avec un bon programme de commerce, vivant dans un appartement exigu avec 3 colocataires pour économiser de l'argent. Je travaillais 20 heures par semaine à la librairie du campus tout en maintenant ma moyenne. Mon travail acharné a payé quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention et ai immédiatement décroché une place dans un programme de MBA accéléré. Le parcours de Caitlin a été très différent. Elle a à peine obtenu son diplôme d'études secondaires et a erré dans un collège communautaire, changeant de majeur 4 fois en 2 ans. Malgré le fait que ma mère faisait des heures supplémentaires pour payer l'éducation de Caitlin, ma sœur traitait l'université comme un événement social prolongé. Quand Caitlin a finalement été transférée dans une université de 4 ans, j'avais 26 ans et j'établissais ma carrière dans la finance. Ma mère a demandé si je pouvais aider, un peu, avec les frais de scolarité de Caitlin. Ce peu d'aide est rapidement devenu le paiement de tout, frais de scolarité, livres, logement et une allocation mensuelle. Cela ne me dérangeait pas d'aider ma famille. Ma carrière prospérait et je gagnais bien ma vie. Mais cela me dérangeait que Caitlin ne semblait jamais reconnaissante, ne travaillait jamais plus dur et n'essayait jamais d'alléger le fardeau financier. Elle ne m'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, généralement précédé de « Maman a dit que ça ne te dérangerait pas ». Tout a changé quand j'ai rencontré Rebecca. Nous travaillions pour la même entreprise financière, bien que dans des départements différents. Nous nous sommes connectés lors d'une retraite d'entreprise et j'ai été immédiatement attiré par son intelligence et sa confiance tranquille. Rebecca venait d'une famille riche mais avait insisté pour tracer sa propre voie. Elle avait travaillé pendant ses études, gagné ses propres bourses et gravi les échelons de l'entreprise par pure détermination. La réaction de ma mère envers Rebecca a été tiède au mieux. Lors de notre premier dîner de famille ensemble, ma mère a passé la majeure partie de la soirée à parler de l'esprit créatif de Caitlin et comment certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le succès conventionnel. Rebecca était gracieuse, mais je voyais que les pics subtils la dérangeaient. Caitlin était encore pire, roulant des yeux chaque fois que Rebecca parlait et faisant des commentaires désobligeants sur les robots d'entreprise. Malgré l'accueil froid de ma famille, Rebecca et moi nous sommes rapprochés. Après 2 ans de relation, je l'ai demandé en mariage et elle a accepté. Je pensais que ma famille serait heureuse pour moi, mais leurs félicitations semblaient forcées. Ma mère a immédiatement demandé si les parents riches de Rebecca paieraient pour le mariage, et Caitlin a demandé pourquoi nous nous précipitions. Au fur et à mesure que ma relation avec Rebecca s'épanouissait, je commençais à voir plus clairement la dynamique de ma famille. J'avais favorisé le favoritisme de ma mère et le sentiment de droit de Caitlin pendant des années.
J'avais été le responsable, le réparateur, la banque. Et pour la première fois, je priorisais mon propre bonheur, ce qui semblait menacer le système auquel nous étions tous habitués. Mais je n'étais pas encore prêt à les affronter. La paix avait toujours été mon mode par défaut, et j'espérais qu'une fois qu'il connaîtrait mieux Rebecca, il changerait d'avis. Avec le recul, j'aurais dû savoir que le mariage serait le point de rupture. Tout le ressentiment, la jalousie et le dysfonctionnement qui mijotaient depuis des années étaient sur le point de déborder de la manière la plus publique et douloureuse possible. Quand Rebecca et moi avons annoncé nos fiançailles lors d'une petite réunion de famille, ma mère a réussi un sourire serré tandis que Caitlin examinait ses ongles avec un intérêt soudain. « Félicitations », a finalement dit ma sœur, son ton suggérant qu'elle reconnaissait une réussite mineure plutôt qu'une étape de vie. Cette réponse froide n'était que le début de ce qui allait devenir 18 mois de drame de planification de mariage. Les parents de Rebecca, James et Linda Thompson, ont insisté pour payer le mariage. « Notre fille unique mérite son jour de rêve », ont-ils dit chaleureusement. C'étaient des gens vraiment gentils qui avaient bâti une entreprise de développement immobilier prospère à partir de zéro. Contrairement aux stéréotypes des gens riches, ils étaient terre à accent grave terre et généreux. Leur offre aurait dû être reçue avec gratitude, mais ma mère l'a interprétée comme un affront. « Je suppose que rien de ce que je pourrais fournir ne serait assez bon pour elle », a marmonné ma mère après avoir rencontré les Thompson pour discuter des plans initiaux. Nous ne pouvons pas tous nous permettre l'extravagance. Rebecca n'avait jamais fait de commentaires sur les finances de notre famille ni exprimé autre chose que de l'appréciation pour l'hospitalité de ma mère. Pourtant, ma mère la peignait constamment comme une snob. Au fur et à mesure que la planification progressait, la jalousie de Caitlin s'intensifiait. Quand Rebecca lui a demandé d'être demoiselle d'honneur, ma sœur a accepté avec une réticence visible. « Je suppose que je n'ai pas le choix si je veux éviter le drame familial », a-t-elle dit, transformant un geste gentil en obligation. Le premier incident majeur s'est produit lors de l'achat des robes de demoiselle d'honneur. Rebecca avait pris rendez-vous dans une boutique, l'organisant des semaines à l'avance pour s'adapter aux horaires de chacun. Caitlin a envoyé un SMS 30 minutes après l'heure du rendez-vous, un empêchement. « Je ne peux pas venir. » Plus tard, Instagram a raconté la vraie histoire car Caitlin a posté des photos d'un brunch avec des amis dans un restaurant à 2 pâtés de maison de la boutique. Lorsqu'on l'a confrontée, Caitlin a balayé l'affaire, c'est juste une robe. Pourquoi tout le monde est si coincé avec ces trucs de mariage? Rebecca, toujours diplomate, a reprogrammé un essayage privé pour Caitlin, qui est arrivée en retard et s'est plainte de chaque option de style. Les visites de lieux sont devenues un autre champ de bataille. Rebecca et moi étions tombés amoureux d'un bâtiment historique rénové surplombant le port. Lors de notre visite en famille, Caitlin a souligné chaque défaut. Ce sol est inégal. L'éclairage est terrible. L'acoustique rendra les discours impossibles à entendre. Le coordinateur du lieu, un professionnel avec 20 ans d'expérience, semblait de plus en plus mal à l'aise à mesure que les critiques de Caitlin s'accumulaient. La dégustation du menu aurait dû être agréable, mais Caitlin a soudainement développé des allergies au plat préféré de Rebecca. « Je n'arrive pas à croire que tu choisirais quelque chose qui pourrait m'envoyer à l'hôpital », a-t-elle accusé. Bien que ces allergies n'aient jamais été mentionnées au cours des 24 années que je la connaissais, le traiteur a patiemment proposé des alternatives, que Caitlin a rejetées pour diverses raisons. Même les fleurs sont devenues controversées. Rebecca avait choisi une combinaison de rose blanche et d'hortensia bleue, un arrangement simple mais élégant. Des fleurs blanches à un mariage, révolutionnaire, a commenté Caitlin sarcastiquement. Et les hortensias ne portent-ils pas malheur? Dans certaines cultures, non, comme l'a poliment confirmé le fleuriste. Les enterrements de vie de garçons et de jeunes filles étaient prévus le même week-end dans des endroits différents. Mes amis ont organisé un voyage de pêche dans un chalet au bord d'un lac, tandis que les amis de Rebecca ont prévu un week-end spa. D'une manière ou d'une autre, Caitlin a convaincu certaines demoiselles d'honneur qu'un spa était ennuyeux et a redirigé l'enterrement de vie de jeunes filles vers une série de boîtes de nuit. Rebecca, qui n'est pas une grande buveuse ni fan de musique forte, a enduré un week-end entièrement adapté aux préférences de Caitlin. Pendant cette période, les exigences financières de Caitlin ont augmenté de façon spectaculaire. Elle avait besoin d'une nouvelle voiture parce que son actuelle ne ferait pas bien sur les photos de mariage. Elle voulait changer d'appartement parce que son logement actuel était trop déprimant et qu'elle avait besoin de quelque part de bien pour se préparer mentalement pour le mariage. Chaque demande s'accompagnait de manipulations émotionnelles, si tu te souciais vraiment de ta famille, ou
je suppose que le confort de Rebecca compte plus que le bien-être de ta sœur. Malgré ma frustration croissante, j'ai continué à la soutenir financièrement. J'ai payé le dépôt de garantie et co-signé le bail d'un appartement de luxe bien au-delà de ce qu'une barista à temps partiel devrait se permettre. J'ai couvert ses frais de scolarité pour un autre semestre malgré le fait qu'elle soit en probation académique. J'ai même aidé avec la compte pour une voiture plus récente, bien que pas le modèle de luxe qu'elle avait initialement exigé. Rebecca a remarqué le schéma, mais l'a abordé doucement. « Tu sais, tu n'es pas obligé de dire oui à tout, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit un soir après que j'ai approuvé une autre des demandes de Caitlin. J'ai l'impression qu'elle profite de ta générosité. C'est la famille, ai-je répondu automatiquement, la réponse que j'avais été programmée à donner depuis l'enfance. Mais l'observation de Rebecca avait touché une corde sensible. Aidais-je Caitlin ou favorisais-je des comportements qui finiraient par lui nuire? Le dîner de répétition aurait dû être mon signal d'alarme. Nous avions réservé une salle privée dans un restaurant haut de gamme avec une heure de début stricte pour accueillir le groupe de 20 personnes. Caitlin est arrivée 45 minutes en retard, légèrement ivre, portant une robe blanche qui était suspectement de style nuptial. Ma mère a immédiatement trouvé des excuses, la circulation était terrible. Ce n'était pas le cas. Et elle a fait un double quart aujourd'hui. Elle ne l'avait pas fait. Alors que le père de Rebecca portait un toast sincère m'accueillant dans leur famille, Caitlin a reniflé de manière audible et a chuchoté quelque chose à mon cousin qui les a fait rire tous les deux. J'ai vu l'éclair de blessure dans les yeux de Rebecca, et pendant un moment, j'ai envisagé de confronter ma sœur. Mais avec le mariage à quelques heures seulement, je me suis convaincu de laisser passer. Un jour de paix de plus, ai-je pensé. Après le mariage, j'établirai des limites. Je n'avais aucune idée que, après le mariage, arriverait d'une manière aussi spectaculaire et humiliante. Le matin de notre mariage s'est levé parfait avec un ciel bleu clair et une brise douce venant du port. Rebecca et moi avions décidé de respecter la tradition et de passer la nuit précédente séparés. Alors que j'ajustais ma cravate dans le miroir de l'hôtel, mon meilleur ami Marcus a pris une photo candide. « Tu as la classe, mec », a-t-il dit avec un sourire sincère. C'est aujourd'hui que tout change. Il n'avait aucune idée à quel point ces mots seraient prophétiques. La cérémonie a été tout ce que nous avions espéré. Rebecca est apparue au bout de l'allée dans une robe trapèze classique qui m'a coupé le souffle. Son père, rayonnant de fierté, a embrassé sa joue avant de placer sa main dans la mienne. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, et j'ai remarqué des larmes dans les yeux de nombreux invités. Même ma mère semblait émue, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Caitlin, debout avec les autres demoiselles d'honneur, a maintenu une expression neutre tout au long. Après la cérémonie, les invités se sont déplacés vers la zone de réception pour l'heure du cocktail pendant que nous prenions des photos. Rebecca était radieuse, riant alors que le photographe nous dirigeait à travers diverses poses. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes vraiment mariés », a-t-elle chuchoté lors d'un moment calme. « C'est le plus beau jour de ma vie. » La réception a commencé en douceur. Le bâtiment historique semblait magique avec des guirlandes lumineuses drapées depuis les poutres apparentes et des bougies vacillant sur chaque table. Notre première danse s'est parfaitement déroulée alors que nous nous balancions sur notre chanson choisie, At Last, d'Etta James. La foule a applaudi alors que je faisais basculer Rebecca à la note finale, tous les deux riant de pure joie. Le dîner a été servi, un repas de 3 plats qui avait pris des mois à planifier. Les discours ont commencé avec Marcus partageant des histoires drôles de nos jours d'université tout en soulignant mes meilleures qualités. La demoiselle d'honneur de Rebecca a parlé avec éloquence de leur amitié et m'a accueilli dans leur cercle. Tout au long de ces moments, j'ai remarqué que Caitlin faisait de fréquents voyages au bar, revenant à chaque fois avec un verre de champagne plus plein. Quand le père de Rebecca s'est levé pour faire son discours, Caitlin oscillait visiblement sur son siège. Ma mère, assise à côté d'elle, semblait inconsciente ou délibérément ignorante de l'état de ma sœur. Monsieur Thompson a parlé chaleureusement des valeurs familiales et de l'importance de se soutenir mutuellement à travers les défis de la vie. Nous ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir Shaun dans notre famille, a-t-il conclu en levant son verre. À Rebecca et Shaun. Alors que les invités faisaient écho au toast, Caitlin a marmonné quelque chose d'assez fort pour que les tables voisines entendent. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais les expressions choquées de ceux autour d'elle m'en disaient assez. Ma mère a tapoté le bras de Caitlin de manière apaisante comme si elle était un tout petit faisant une crise mineure plutôt qu'une femme de 24 ans perturbant un mariage.
La situation s'est aggravée lorsque le DJ a annoncé qu'il était temps de couper le gâteau. Rebecca et moi nous tenions devant la création à 3 étages, un design classique avec de subtils détails bleus qui correspondaient à notre palette de couleurs. Alors que je plaçais ma main sur celle de Rebecca pour faire la première coupe, Caitlin est soudainement apparue à côté de nous, flûte de champagne à la main. Souriez pour la caméra. Couple parfait, a-t-elle bredouillé, sa voix dégoulinant de sarcasme. Rebecca s'est raidie à côté de moi, mais a maintenu son sourire alors que le photographe continuait de cliquer. Peut-être devrais-tu t'asseoir, ai-je suggéré doucement à Caitlin. Nous pourrons parler plus tard. Parler plus tard? La voix de Caitlin s'est élevée. C'est ta solution à tout, n'est-ce pas? Plus tard, plus tard. Jamais maintenant. Jamais quand ça compte. Les invités commençaient à regarder. Le DJ a maladroitement baissé le volume de la musique. J'ai posé une main douce sur le bras de Caitlin, essayant de la guider loin de la table du gâteau. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est alors qu'elle s'est dégagée brusquement et a levé son verre de champagne. Un toast à mon frère, a-t-elle annoncé bruyamment. Qui fait toujours tout bien. Note parfaite, travail parfait, femme parfaite d'une famille riche parfaite. Avant que quiconque puisse réagir, elle a jeté le contenu de son verre directement sur Rebecca. Le champagne a éclaboussé la robe blanche et le visage de ma femme, la laissant haletante sous le choc. Dans le moment de silence stupéfait qui a suivi, Caitlin n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers le gâteau de mariage et a enfoncé sa main droite dans l'étage du milieu, en attrapant une poignée et en l'écrasant sur la table. C'est ce que tu mérites pour faire comme si tu valais mieux que les autres, a-t-elle hurlé, le visage tordu par la rage. Toujours le bon fils, toujours celui qui réussit. Toujours à me regarder de haut. La pièce s'est figée dans un choc collectif. Puis, comme si la situation ne pouvait pas empirer, ma mère s'est précipitée en avant. Pas pour retenir Caitlin, pas pour s'excuser auprès de Rebecca, mais pour étreindre ma sœur de manière protectrice. C'est bon, chérie, a-t-elle roucoulé, caressant les cheveux de Caitlin comme si elle était la victime. Elle a juste besoin d'évacuer, a expliqué ma mère aux spectateurs horrifiés comme si ce comportement était une libération émotionnelle naturelle plutôt qu'une attaque inexcusable. Rebecca se tenait parfaitement immobile, le champagne dégoulinant de ses cheveux, sa robe de rêve tachée. Ses parents se sont précipités à ses côtés avec des serviettes et des mots de soutien. Mon beau-père semblait prêt à retirer physiquement Caitlin des lieux, mais Rebecca l'a doucement retenue avec une main sur son bras. Pas maintenant, papa, l'ai-je entendu chuchoter. N'aggravons pas les choses. Marcus et plusieurs garçons d'honneur ont rapidement entouré Caitlin et ma mère, les escortant diplomatiquement mais fermement vers une pièce latérale. Le DJ, montrant une présence d'esprit remarquable, a immédiatement monté le volume de la musique et annoncé l'ouverture de la piste de danse, tentant de rediriger l'attention des invités. Les demoiselles d'honneur de Rebecca l'ont entourée, l'aidant à aller à la suite nuptiale pour évaluer les dommages sur sa robe. Je me tenais seul près du gâteau ruiné, l'esprit vide de choc et de colère montante. La mère de Rebecca a serré mon bras en passant. « Va voir ta femme », a-t-elle dit fermement. « Nous nous occupons de ça. » Dans la suite nuptiale, Rebecca était remarquablement composée. Le pire du champagne avait été épongé de sa robe, bien qu'une légère tache soit restée. « C'est bon », a-t-elle dit en voyant mon visage. « C'est juste une robe. »« Ce n'est pas bon », ai-je répondu, ma voix serrée par une rage contrôlée. « Rien de tout cela n'est bon. » Rebecca a pris mes mains dans les siennes. « Nous avons 2 choix en ce moment. Nous pouvons laisser cela ruiner notre jour de mariage, ou nous pouvons retourner là-bas et montrer à tout le monde que nous sommes plus forts que ce drame. Ce jour est à propos de nous, Shaun, pas de Caitlin. » Sa force m'a étonné. Nous sommes retournés à la réception où le personnel avait retiré le gâteau endommagé et servi les portions restantes. Nos invités, prenant exemple sur notre sang-froid, sont progressivement retournés à la fête. Caitlin et ma mère avaient apparemment quitté les lieux entièrement. Alors que nous dansions, nous mêlions aux gens et essayions de sauver notre journée spéciale, Rebecca s'est penchée près de mon oreille. « Quand nous reviendrons de notre lune de miel, quelque chose doit changer, a-t-elle chuchoté. Je t'aime, et je soutiendrai tout ce que tu décideras, mais cela ne peut pas continuer. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison. Trop longtemps, j'avais favorisé le dysfonctionnement dans ma famille, priorisant une paix temporaire sur des limites nécessaires.
Alors que Rebecca et moi nous balancions sur une autre chanson lente, les invités nous regardant avec des sourires compatissants, j'ai pris une décision. Le cycle se terminerait maintenant. Je vais m'en occuper, ai-je promis à ma nouvelle femme. À partir de ce soir. Elle a haussé un sourcil. Ce soir? Nous partons pour notre lune de miel demain. Certaines choses ne peuvent pas attendre, ai-je répondu, calculant déjà mentalement exactement ce qui devait être fait. Croyez-moi, au moment où nous sommes retournés dans notre chambre d'hôtel cette nuit-là, épuisés par les montagnes russes émotionnelles de la journée, mon plan était entièrement formé. Pendant que Rebecca prenait sa douche et se préparait pour le lit, je me suis assis avec mon ordinateur portable, faisant une liste de chaque lien financier entre moi et ma sœur. Le désastre du jour du mariage avait été douloureux, mais il avait aussi été clarifiant, et la clarté, je le découvrais, pouvait être un puissant motivateur pour l'action. Je me suis réveillé à 5h30 le lendemain matin, faisant attention à ne pas déranger Rebecca en me glissant hors du lit. Notre vol pour Bali n'était qu'en fin d'après-midi, me donnant juste assez de temps pour exécuter mon plan. J'ai ouvert mon ordinateur portable au petit bureau de notre suite d'hôtel et j'ai sorti un document que j'avais créé la veille, Inventaire financier Caitlin. La liste était plus longue que ce que j'avais réalisé. Dépôt de frais de scolarité universitaire pour le prochain semestre d'automne, $4000. Bail co-signé sur son appartement de luxe, $2000 par mois. Prime d'assurance automobile, $200 par mois. Carte de crédit à mon nom qu'elle était autorisée à utiliser, moyenne de $3000 par mois. Virement bancaire direct pour les urgences, environ $1000 par mois. Téléphone portable sur mon forfait familial, $120 par mois. Service de streaming sur mes comptes, $60 par mois. Supplément d'assurance maladie, $400 par mois. Au total, je dépensais plus de $7000 par mois pour soutenir ma sœur de 24 ans, qui travaillait à temps partiel par choix et échouait constamment à ses cours. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Cela ne l'aidait pas. Cela l'estropiait. Mon premier appel à 8h pile quand les bureaux ont ouvert a été pour le service financier de l'université. J'ai besoin de retirer un dépôt de frais de scolarité, ai-je expliqué calmement à l'administrateur. Après avoir vérifié mon identité et confirmé que j'étais bien le payeur sur le compte, ils ont traité ma demande. Les $4000 seraient remboursés sur mon compte dans les 3 jours ouvrables. Ensuite, j'ai visité la banque en personne dès leur ouverture à 9h. J'ai gelé le compte chèque conjoint que j'avais établi pour les urgences et retiré Caitlin en tant qu'utilisateur autorisé sur ma carte de crédit. La banquière, une femme d'environ mon âge, a traité les demandes sans commentaire, bien que son expression suggérait qu'elle avait déjà vu ce scénario. À 10h, j'ai rencontré brièvement un avocat que j'avais consulté auparavant pour des conseils d'investissement. Quelles sont mes obligations légales concernant le bail de l'appartement que j'ai co-signé, ai-je demandé après avoir expliqué la situation dans les grandes lignes. Vous êtes responsable du loyer si votre sœur ne paie pas, a-t-il confirmé. Mais vous pouvez contacter le propriétaire et expliquer la situation. Il pourrait vous permettre de payer une pénalité pour retirer votre nom, surtout si vous trouvez un locataire de remplacement ou si votre sœur accepte d'ajouter un autre co-signataire. J'ai appelé la société de gestion immobilière ensuite. La responsable des locations était étonnamment compréhensive. Les situations familiales peuvent être compliquées, a-t-elle dit diplomatiquement. Nous pouvons geler le bail actuel et exiger une nouvelle demande avec un garant différent si votre sœur souhaite rester. Sinon, elle devra quitter les lieux dans les 30 jours. Et oui, vous serez responsable de tout dommage ou loyer impayé. Tout au long de la matinée, mon téléphone a vibré constamment avec des notifications de SMS de Caitlin. Pourquoi tu ne réponds pas? Maman pique une crise à propos d'hier soir. Ce n'était pas si grave. Rebecca a l'air de pouvoir prendre une blague. Tu réagis toujours de manière excessive. Peux-tu me transférer de l'argent? La voiture a besoin de nouveaux pneus. Je les ai tous ignorés, me concentrant plutôt sur ma liste de contrôle. J'ai annulé les paiements automatiques pour son assurance automobile, les retiré de mon forfait familial de téléphone portable avec un préavis de 30 jours et j'ai changé les mots de passe de tous les services de streaming. À midi, j'avais effectivement coupé tout lien financier sauf le bail de l'appartement, qui prendrait plus de temps à résoudre complètement. J'ai retrouvé Rebecca pour le déjeuner dans un restaurant calme près de notre hôtel, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Tu as l'air différent, a-t-elle observé en étudiant mon visage.
Qu'est-ce que tu as fait toute la matinée? J'ai expliqué mes actions en détail. Rebecca a écouté sans interrompre, son expression pensive. Quand j'ai fini, elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Es-tu sûr de ça? A-t-elle demandé. Je sais que c'est ta famille. C'est exactement pour ça que je le fais, ai-je répondu. La vraie famille ne s'exploite pas. La vraie famille veut que chaque membre grandisse et s'épanouisse. Ce que j'ai fait, c'est favoriser la dépendance et le sentiment de droit. Rebecca a hoché la tête lentement. Je te soutiens complètement, mais prépare-toi au retour de bâton. Ça va empirer avant de s'améliorer. Comme sur un signal, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère a clignoté sur l'écran. Après 12 appels ignorés, j'ai décidé qu'il était temps de répondre. Shaun, enfin. Où étais-tu? Caitlin est hystérique. Elle dit que sa carte a été refusée à l'épicerie et la banque dit que tu l'as retirée des comptes. Il doit y avoir une erreur. Sa voix avait le ton familier d'autorité supposée comme si j'avais encore 12 ans et que je m'étais mal comporté. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Il n'y a pas d'erreur, maman. Après ce qui s'est passé à mon mariage, des changements devaient être faits. Tu ne peux pas être sérieux. Sa voix a monté d'une octave. Elle a fait une petite scène. Oui, mais elle était émotive. Les mariages font remonter des sentiments compliqués. Tu ne peux pas la punir financièrement pour avoir des émotions. Ce n'est pas une punition, ai-je expliqué calmement. C'est une conséquence. Caitlin a 24 ans, pas 14. Jeter du champagne sur ma femme et détruire notre gâteau de mariage va au-delà d'une petite scène. Mais même si cela ne s'était pas produit, ce changement était attendu depuis longtemps. J'ai favorisé sa dépendance trop longtemps. La voix de ma mère est devenue froide. Alors c'est ça. Ta nouvelle femme chic décide que ta vraie famille n'est pas assez bien, et tu nous coupes juste les vivres. Cela n'a rien à voir avec Rebecca, ai-je déclaré fermement. Il s'agit d'établir des limites saines qui auraient dû exister il y a des années. Caitlin a besoin d'apprendre l'indépendance et la responsabilité. Elle devra abandonner l'école. Elle sera expulsée. C'est ce que tu veux? Ce que je veux, c'est que ma sœur grandisse. Elle a des options. Elle peut obtenir un emploi à temps plein. Elle peut demander une aide financière. Elle peut trouver des colocataires pour un appartement plus abordable. Il y a des conséquences à ces actions, et il est temps qu'elle les vive. La voix de ma mère est devenue larmoyante, sa tactique de manipulation finale. Tu détruis cette famille. Ton père nous a quittés, et maintenant tu nous abandonnes aussi. La comparaison a piqué, mais j'ai tenu bon. Je n'abandonne personne. Je suis toujours là, toujours disposé à avoir une relation, mais le soutien financier est terminé. Après avoir raccroché, Rebecca m'a regardé avec inquiétude. Ça va? J'ai considéré la question attentivement. Oui, ai-je finalement répondu. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que ça va vraiment. Nous avons fini le déjeuner et sommes retournés à l'hôtel pour nous préparer pour notre vol de lune de miel. Alors que nous emballions les dernières affaires, Rebecca m'a soudainement entouré de ses bras par derrière. Je suis fier de toi, a-t-elle chuchoté. Je sais que ce n'était pas facile. Je me suis tourné pour lui faire face, submergé de gratitude pour sa compréhension et son soutien. La partie difficile ne fait que commencer, ai-je reconnu, mais c'est nécessaire. Alors que nous nous dirigions vers l'aéroport, j'ai éteint mon téléphone, sachant que le barrage d'appels et de messages continuerait. Pour les 2 prochaines semaines, Bali serait notre sanctuaire. Mais je planifiais déjà ce qui se passerait à notre retour car couper le soutien n'était que la première étape. Le vrai défi serait de reconstruire mes relations familiales sur des termes plus sains, si cela était même possible. Notre lune de miel à Bali était exactement ce dont nous avions besoin, 2 semaines de plage, de temple et de déconnexion complète du drame à la maison. Le complexe avait un service cellulaire irrégulier, ce qui m'a donné l'excuse parfaite pour garder mon téléphone éteint la plupart du temps. Quand nous avons atterri à Boston, la réalité est revenue instantanément. Mon téléphone, une fois allumé, a vibré en continu pendant près de 5 minutes avec les notifications accumulées, 57 appels manqués, 123 SMS, 32 messages vocaux et des dizaines de notifications sur les réseaux sociaux. Les appels manqués provenaient principalement de ma mère et de Caitlin,
avec quelques-uns de membres de la famille élargie qui avaient apparemment été recrutés pour leur cause. Les SMS racontaient l'histoire de la panique et de la colère croissante de Caitlin à mesure qu'elle découvrait chaque changement financier. Ma carte a été refusée. Appelle-moi à Zap. Le bureau de l'appartement dit que tu as gelé le bail. C'est quoi ce bordel? L'école dit que mon dépôt de frais de scolarité a été retiré. C'est une blague? Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça pour une blague de mariage stupide. Maman est absolument dévastée. J'espère que tu es heureux. Ta femme t'a poussé à faire ça, n'est-ce pas? Elle ne m'a jamais aimé. Rappelle-moi, lâche. Les messages vocaux suivaient un modèle similaire, commençant par la confusion, passant à la colère, puis aux tentatives de culpabilisation et enfin au marchandage désespéré. Les messages de ma mère étaient particulièrement manipulateurs, allant de « je t'ai mieux élevé que ça » à « j'ai eu des douleurs thoraciques à cause du stress que tu causes ». Rebecca a fait défiler certains des messages dans le taxi qui nous ramenait à la maison. Son expression était un mélange d'incrédulité et de justification. « Waouh !» a-t-elle murmuré après avoir écouté un message vocal particulièrement vitriolique de Caitlin. Et il se demande pourquoi tu avais besoin de limites. Nous nous étions à peine installés dans notre appartement quand la sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu ma mère debout dans le couloir, les bras croisés, l'expression sombre. Je me suis préparé et j'ai ouvert la porte. Alors, tu as finalement décidé de rentrer, a-t-elle dit en guise de salutation. Pendant que tu profitais de tes vacances de luxe, ta sœur souffrait. J'ai reculé, lui permettant d'entrer, mais refusant de mordre à l'hameçon. Veux-tu du café, maman? Elle a ignoré l'offre, faisant les 100 pas dans notre salon comme un procureur préparant une déclaration liminaire. Caitlin a dû emprunter de l'argent à des amis pour acheter des courses. Le complexe d'appartements lui a donné un avertissement pour loyer en retard. Son service téléphonique a été coupé. Et tu penses que c'est approprié? Je pense que c'est la conséquence naturelle de son comportement, ai-je répondu calmement. C'est une adulte qui a fait des choix. Les adultes font face aux conséquences de leurs choix. C'est l'influence de Rebecca, a accusé ma mère, foudroyant du regard ma femme, qui était entrée tranquillement dans la pièce. Tu n'as jamais été aussi cruel avant elle. Ça suffit, ai-je dit fermement. Rebecca n'a rien à voir avec cette décision. En fait, elle a montré plus de compréhension envers Caitlin que la plupart des gens ne le feraient après avoir vu leur mariage délibérément ruiné. Le visage de ma mère a rougi. Ce n'était pas délibéré. Elle était émotive. Maman, elle a jeté du champagne sur Rebecca, détruit notre gâteau de mariage et crié des insultes devant 200 personnes. Puis, au lieu de s'excuser, elle m'a demandé de l'argent dès le lendemain. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il s'agit d'un schéma qui dure depuis des années. La dispute a continué pendant près d'une heure, couvrant un terrain familier. Ma mère a passé en revue ses tactiques habituelles, minimiser le comportement de Caitlin, maximiser ma supposée trahison, invoquer la loyauté familiale, remettre en question le caractère de Rebecca, et enfin son atout maître. Ton père aurait honte de toi. Celle-là a failli briser ma résolution. Pas parce que c'était vrai, mais parce que cela révélait à quel point ma mère me comprenait peu. Mon père, qui avait abandonné sa famille pour une femme plus jeune, n'avait aucune position morale pour juger de la loyauté familiale de quiconque. Après le départ de ma mère en claquant la porte derrière elle, Rebecca m'a tenu en silence pendant un long moment. Tu as bien fait, a-t-elle chuchoté. Reste fort. Le lendemain matin, j'ai découvert que Caitlin avait porté la bataille sur la place publique. Elle avait posté un long récit soigneusement édité de la situation sur les réseaux sociaux. Mon frère m'a coupé les vivres sans avertissement parce que j'ai accidentellement renversé un verre à son mariage. Maintenant, je pourrais être sans abri et devoir abandonner l'école. Le sang n'est pas toujours plus épais que l'eau, je suppose. Le post avait des dizaines de commentaires sympathiques et de partages. Plusieurs amis communs m'ont envoyé des SMS pour demander ce qui se passait, s'il y avait plus à l'histoire. Certains ont pris parti immédiatement, condamnant ma cruauté ou défendant mon droit d'établir des limites. Des membres de la famille avec qui je parlais rarement avaient soudainement des opinions tranchées sur mes décisions personnelles. J'ai choisi de ne pas m'engager publiquement. Les réseaux sociaux ne sont pas l'endroit pour résoudre les affaires de famille, ai-je dit à Rebecca alors qu'elle me lisait les derniers commentaires. Répondre ne ferait qu'alimenter le drame.
Alors que Rebecca et moi reprenions nos routines de travail, Caitlin a intensifié sa campagne pour rétablir son soutien financier. Ses tactiques allaient du transparent au carrément inquiétant. D'abord est venu le faux texto d'excuses. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé et je suis vraiment désolé. J'étais juste émotive et j'avais trop bu. Peut-on parler? Quand j'ai accepté de la rencontrer pour un café le week-end suivant, elle a semblé prendre cela comme un signe que l'argent recommencerait à couler et à annuler avec une excuse fragile. Ensuite, elle a enrôlé notre tante Suzanne, la sœur de ma mère, pour appeler et me rappeler les obligations familiales et comment, ta mère a tout sacrifié pour vous les enfants après le départ de ton père. Quand cette approche a échoué, mon cousin Tim a essayé l'angle d'homme à homme. Mec, c'est ta petite sœur. Tu ne peux pas juste la couper du jour au lendemain. Quand la campagne de pression familiale n'a pas fonctionné, Caitlin est passée aux menaces. Si tu ne rétablis pas mes frais de scolarité, je devrais abandonner. C'est ce que tu veux sur ta conscience? Ta sœur qui abandonne l'université à cause de ta vengeance mesquine. La situation a atteint un nouveau bas lorsque Caitlin s'est présentée à mon immeuble de bureau pendant l'heure du déjeuner. Je revenais d'une sandwicherie quand je l'ai repérée faisant les 100 pas près de l'entrée, clairement agitée. Avant que je puisse décider de l'approcher ou de l'éviter, elle m'a vu. Enfin, a-t-elle exclamé bruyamment, attirant l'attention de plusieurs collègues entrant dans le bâtiment. Ta sœur doit te traquer au travail parce que tu ne réponds pas à ses appels. Je l'ai doucement guidée loin de l'entrée, conscient des regards curieux. Caitlin, ce n'est pas approprié. Je suis au travail. Rien d'autre n'attirait ton attention, a-t-elle claqué. J'ai besoin d'argent pour le loyer. Ils vont m'expulser. Nous pouvons en discuter plus tard, pas ici, ai-je insisté. Alors, tu vas aider? Son expression s'est illuminée immédiatement. Non, je vais parler. Le soutien financier est toujours terminé. Son visage s'est tordu de rage. Espèce de salaud égoïste. Tu as plein d'argent. Tu viens de dépenser des milliers pour une lune de miel chic pendant que je mange des nouilles instantanées et que je pourrais perdre mon appartement. Alors que sa voix montait, plus de têtes se tournaient vers nous. Mortifié, j'ai essayé de désamorcer la situation, mais Caitlin était au-delà de la raison. Elle a continué sa tirade jusqu'à ce que la sécurité s'approche, demandant si tout allait bien. Non, tout ne va pas bien, a craché Caitlin. Mon frère essaie de ruiner ma vie. Finalement, j'ai dû retourner au travail, laissant Caitlin fumer de colère sur le trottoir. Mon patron m'a appelé dans son bureau cet après-midi-là. Je me suis préparé à une réprimande à propos de la scène, mais son approche m'a surpris. Problème de famille, a-t-il demandé avec sympathie. J'ai hoché la tête, embarrassé. Désolé pour la perturbation plus tôt. Il a balayé mes excuses. Quelqu'un nous a envoyé une vidéo de ton mariage. Elle a fait le tour du bureau la semaine dernière. C'était une sacrée situation que tu as gérée là. Il s'est penché en avant. Établir des limites n'est pas facile, surtout avec la famille. Prends-le de quelqu'un qui a appris cette leçon trop tard. Sa compréhension était inattendue et profondément appréciée. Pendant ce temps, ma mère avait commencé à se plaindre de divers problèmes de santé. Migraine, hypertension artérielle, insomnie, tous prétendument causés par l'inquiétude pour Caitlin et la détresse de mon abandon. Ces rapports arrivaient par des singes volants, des membres de la famille qui mentionnaient nonchalamment « ta mère souffrait tellement hier, elle pouvait à peine sortir du lit ». Malgré les tentatives persistantes de culpabilisation, j'ai maintenu ma position. Rebecca et moi avons profité d'un bref week-end à Cap Cod, un répit bien nécessaire du drame en cours. Lors d'une promenade paisible sur la plage, je me suis retrouvé à réfléchir aux implications à long terme de ma décision. Et s'il ne change jamais, ai-je demandé à Rebecca. Et si cela endommageait définitivement ma relation avec ma mère et ma sœur? Rebecca a considéré la question sérieusement. C'est possible, a-t-elle reconnu. Mais demande-toi, la relation que tu avais était-elle saine? Était-elle réciproque ou était-elle basée sur la dépendance financière et la manipulation émotionnelle? Ces questions étaient inconfortablement perspicaces. Je suppose que j'achète leur affection depuis des années, ai-je admis, et ça ne marchait même pas. À notre retour de week-end, j'ai eu un message vocal surprenant de mon père. Nous parlions occasionnellement, généralement de brefs appels pour les anniversaires ou les vacances, mais nous n'avions pas eu de conversation substantielle depuis des années. Shaun, c'est papa.
Ta tante a mentionné ce qui se passe avec Caitlin. Je sais que nous ne parlons pas beaucoup, mais j'aimerais en discuter si tu le veux bien. Appelle-moi quand tu peux. Je l'ai rappelé ce soir-là, ne sachant pas à quoi m'attendre. Après des politesses maladroites, il en est venu au fait. Ta mère a appelé Diane en larmes, disant que tu as abandonné la famille. Connaissant ta mère, je me suis dit qu'il y avait un autre côté à l'histoire. Je lui ai donné la vérité sans phare sur le comportement de Caitlin au mariage et les années de dépendance financière qui y ont mené. Il a soupiré lourdement. Je te dois des excuses, Shaun. Quand je suis parti, je t'ai mis dans une position impossible. Tu es devenu l'homme de la maison trop jeune, et ta mère a clairement transféré toutes ses attentes sur toi. Cette reconnaissance, 20 ans en retard, m'a frappé fort. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je te vois répéter une erreur que j'ai faite, a-t-il répondu. J'ai permis les dépenses de ta mère pendant des années pour éviter le conflit. Au moment où j'ai finalement posé une limite, la relation était trop endommagée pour être sauvée. Tu fais la bonne chose avec Caitlin, mais fais-le pour la bonne raison. Parce que cela l'aidera finalement à grandir, pas parce que tu es en colère à propos du mariage. Sa perspicacité était étonnamment précieuse. Donc, tu penses que je devrais rester ferme? Absolument. Mais garde la porte ouverte pour une vraie relation si c'est ce que tu veux. Rends juste clair que l'argent ne fait plus partie de l'équation. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté. Le désastre du mariage, aussi douloureux fut-il, avait forcé des changements nécessaires qui couvaient depuis des années. Maintenant, je devais décider quel genre de relation je voulais avec ma famille à l'avenir, si tant est qu'il y en ait une. Une semaine après notre retour de lune de miel, j'ai programmé une réunion avec ma mère et Caitlin. Grand Brou Coffee Shop, 8h40 pile, précisait mon texto. J'ai quelque chose d'important à discuter. J'ai choisi l'heure matinale délibérément, sachant que Caitlin se réveillait rarement avant 10h. Sa présence exigerait un effort réel, un petit test de sérieux. Je suis arrivé 20 minutes en avance avec un dossier de documents et j'ai sécurisé une table d'angle loin des autres clients. Le café était occupé par les navetteurs du matin prenant leur dose quotidienne de caféine, l'agitation fournissant un tampon de bruit blanc pour ce qui serait probablement une conversation émotionnelle. À 8h39, ma mère est entrée, son expression prudemment neutre. Elle avait clairement fait un effort avec son apparence, cheveux fraîchement coiffés, maquillage précis. J'ai reconnu la tactique, une tentative de transmettre quelle était la partie composée et raisonnable dans ce conflit. Une minute plus tard, Caitlin s'est affaissée par la porte, semblant délibérément débrailler en contraste. Cerne sous les yeux, cheveux tirés en arrière négligemment, portant un sweatshirt froissé de l'université de Boston. Sa déclaration visuelle était tout aussi claire, « Regarde comme je souffre à cause de toi. » Merci d'être venu, ai-je dit alors qu'elle s'asseyait. J'avais déjà commandé leur boisson préférée, un latte vanille pour ma mère et un mocha glacé pour Caitlin. Ce petit geste de considération a semblé les désarmer momentanément. De quoi s'agit-il, Shaun, a demandé ma mère, son ton suggérant que cette réunion était un inconvénient plutôt que son idée d'une opportunité de réconciliation. Es-tu enfin prêt à discuter du rétablissement du soutien de Caitlin? Je veux parler de l'avenir, ai-je répondu calmement. Notre avenir en tant que famille. Caitlin a roulé des yeux. Épargne-nous la leçon. Soit tu m'aides financièrement, soit non. Le gérant de l'appartement menace d'expulsion et l'inscription pour le semestre prochain ferme dans 2 semaines. J'ai hoché la tête, reconnaissant ses préoccupations sans réagir à son ton. Je comprends que ta situation est précaire en ce moment. C'est en partie pourquoi je voulais vous rencontrer. J'ai ouvert le dossier et retiré plusieurs documents, les plaçant soigneusement sur la table. Ma mère et ma sœur ont échangé des regards confus. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a demandé ma mère avec méfiance. Les vraies nouvelles, ai-je répondu. Ma réponse à tout ce qui s'est passé. J'ai fait glisser le premier document vers elle. Ceci est l'acte d'un petit condo à Somerville. Une chambre, une salle de bain, rien d'extraordinaire, mais dans un quartier sûr avec un bon accès au transport en commun. Je l'ai acheté la semaine dernière comme propriété d'investissement. Leurs expressions sont passées de la confusion à un intérêt prudent. Caitlin a tendu la main vers l'acte, l'examinant de près. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je te l'offre comme résidence, Caitlin.
Les coûts mensuels seraient nettement inférieurs à ton appartement actuel, et l'emplacement est en fait plus proche du campus. Avant que l'espoir ne puisse pleinement fleurir dans ses yeux, j'ai continué. Il y a des conditions. J'ai fait glisser le document suivant. Ceci est un contrat de location de base. Tu serais locataire, pas propriétaire, avec des responsabilités et des attentes spécifiques. Le visage de Caitlin s'est assombri. Donc, tu es mon propriétaire maintenant. C'est ta solution. S'il te plaît, laisse-moi finir, ai-je dit fermement. Le condo n'est qu'une partie de ce que je propose. J'ai présenté le troisième document. Ma mère, qui était restée inhabituellement silencieuse, a finalement parlé. Tu traites ta sœur comme une enfant avec toutes ses règles et conditions. Non, ai-je corrigé doucement. Je la traite comme une adulte qui a besoin de structure et de responsabilité. Il y a une différence. J'ai continué avec le quatrième document. Ceci décrit une allocation mensuelle qui sera déposée sur un nouveau compte. C'est environ un tiers de ce que je fournissais auparavant, un montant qui couvre les nécessités de base, mais nécessite un complément par l'emploi. L'expression de Caitlin oscillait entre le ressentiment et le calcul alors qu'elle évaluait mentalement si ce nouvel arrangement valait la peine d'être accepté. Le cinquième élément n'est pas un document, mais une opportunité, ai-je expliqué. Mon collègue Michael dirige un département marketing qui a besoin d'un assistant administratif à temps partiel. Les horaires sont flexibles en fonction des horaires de cours. La paie est compétitive et il y a un potentiel de croissance si tu montres de l'initiative. Il est prêt à t'interviewer la semaine prochaine. Donc, je dois travailler maintenant? A demandé Caitlin comme si le concept était étranger. La plupart des adultes le font, ai-je répondu sans sarcasme. C'est en fait assez gratifiant de gagner son propre argent. Ma mère, traitant clairement cette approche inattendue, s'est penchée en avant. C'est quoi le piège, Shaun? Pourquoi fais-tu tout ça après avoir dit que tu la coupais? J'ai croisé son regard directement. Parce que couper quelqu'un complètement n'est pas la seule alternative à lui permettre tout. Je veux aider Caitlin à devenir indépendante et prospère, pas dépendante et pleine de ressentiment. Mais il y a des conditions au-delà de ce que j'ai déjà mentionné. J'ai placé le dernier document sur la table. Ceci est un contrat comportemental. Il comprend plusieurs termes non négociables. Je me suis tourné vers Caitlin. Premièrement, tu t'excuseras personnellement auprès de Rebecca et de sa famille pour ce qui s'est passé au mariage. Des excuses sincères et spécifiques, pas un générique désolé si quelqu'un a été offensé. Caitlin s'est raidie mais n'a pas objecté. Deuxièmement, tu assisteras à des séances de thérapie hebdomadaires. J'ai recherché plusieurs thérapeutes qualifiés spécialisés dans la dynamique familiale et la croissance personnelle. Tu peux choisir celui que tu préfères, mais la présence est obligatoire pour un soutien continu. Ma mère est intervenue. Thérapie? Il n'y a rien qui cloche chez Caitlin qui nécessite une thérapie. Maman, ai-je dit doucement. Ce qui s'est passé à mon mariage n'était pas un comportement normal. La dynamique que nous avons développée en tant que famille non plus. Nous pourrions tous bénéficier d'une perspective professionnelle. Avant qu'elle ne puisse argumenter davantage, j'ai continué. Troisièmement, cet arrangement est probatoire pour 6 mois. Si les termes sont violés, en particulier concernant Rebecca ou la performance académique, le soutien prend fin immédiatement. Si tout se passe bien, nous pouvons discuter d'ajustements qui accordent plus d'indépendance à mesure qu'elle est gagnée. Et quatrièmement, il y aura une période de réflexion. Aucun contact entre nous pendant 30 jours pendant que tu considères cette offre et commence la thérapie si tu acceptes. Nous avons tous besoin d'espace pour réinitialiser nos dynamiques. Le silence qui a suivi était lourd de tension. Caitlin fixait les documents, le conflit évident dans son expression. Ma mère semblait déchirée entre l'indignation face aux conditions et le soulagement que je n'abandonnais pas complètement sa fille. Cela ressemble à une punition, a finalement dit Caitlin, sa voix plus petite que je ne l'avais entendue depuis des années. Ce n'est pas une punition, ai-je répondu. C'est un chemin vers une relation plus saine pour nous tous. Une relation où tu as tout le pouvoir, a-t-elle rétorqué. J'ai toujours eu le pouvoir financier, Caitlin. La différence est que je l'utilise maintenant pour encourager la croissance plutôt que la dépendance. Finalement, le but est que tu n'aies plus du tout besoin de mon soutien. Ma mère, qui feuilletait les documents avec une agitation croissante, a soudainement claqué sa main sur la table.
C'est ridicule. Tu agis comme une sorte de dictateur bienveillant. Nous sommes ta famille, pas des cas de charité à gérer. C'est exactement le problème, maman, ai-je dit en maintenant mon calme. Tu m'as traité comme un distributeur automatique pendant des années, pas comme un fils ou un frère avec des sentiments et des limites. Quand Rebecca a été publiquement humiliée lors de ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de nos vies, ton premier instinct a été de réconforter la personne qui a causé la douleur, pas les victimes de celle-ci. Quelque chose dans mes mots a semblé pénétrer ses défenses. Elle s'est rassise, momentanément sans voix. J'avais 12 ans quand papa est parti, ai-je continué, ma voix s'adoucissant. J'ai grandi vite parce que je le devais. J'ai pris des responsabilités, obtenu des emplois, aidé à la maison, tout en maintenant des notes parfaites parce que je savais que l'université était mon seul chemin vers la sécurité. Je ne m'en voulais pas à l'époque parce que je vous aimais toutes les deux et je voulais aider. Caitlin regardait ses mains, refusant de croiser mon regard. Mais quel coup en cours de route, aider s'est transformé en permettre. Mon soutien est devenu attendu puis exigé. Mon succès est devenu quelque chose que Caitlin enviait plutôt que d'y aspirer. Et toi, maman, tu as encouragé ce ressentiment parce que c'était plus facile que de la tenir responsable. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais pour une fois, elle semblait sincère plutôt que tactique. Je voulais juste la protéger, a-t-elle chuchoté. Après le départ de ton père, je ne pouvais pas supporter de voir l'une de vous blessée à nouveau. Mais tu nous as blessés, ai-je répondu doucement. En nous traitant si différemment, tu as appris à Caitlin que les crises sont récompensées et que la responsabilité est tenue pour acquise. Tu l'as préparée à la frustration quand le monde réel ne fonctionne pas de cette façon. Caitlin, qui était restée inhabituellement silencieuse, a finalement levé les yeux. C'est comme ça que tu me vois? Comme une enfant gâtée qui ne peut pas fonctionner dans le monde réel? J'ai considéré ma réponse avec soin. Je te vois comme quelqu'un avec du potentiel qui n'a jamais été mis au défi de le réaliser. Je vois ma petite sœur qui dessinait des images incroyables et écrivait des histoires créatives avant de décider que l'effort académique n'était pas cool. Je vois quelqu'un à qui on a dit que ses émotions justifient n'importe quel comportement, peu importe qui est blessé. Des larmes ont coulé sur ses joues, et pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas manipulatrice. J'étais tellement jalouse, a-t-elle admis d'une voix étranglée. Tout est toujours venu si facilement. Bonne note, bon travail, bonne relation. J'avais l'impression de ne jamais pouvoir être à la hauteur. Rien n'est venu facilement, ai-je corrigé. J'ai travaillé incroyablement dur pendant que tu dormais ou faisais la fête. J'ai fait des sacrifices pendant que tu dépensais mon argent en vêtements de créateur. La différence n'était pas la capacité, Caitlin. C'était l'effort et la responsabilité. Ma mère a tendu la main vers celle de Caitlin, mais au lieu de son réconfort habituel, elle a dit quelque chose de surprenant. La conversation qui a suivi a été l'échange le plus honnête que notre famille ait connu depuis des années. Il y a eu des larmes, des récriminations et des reconnaissances douloureuses de tous les côtés. J'ai admis mon rôle dans le maintien de la dynamique malsaine en choisissant la voie de la moindre résistance. Ma mère a reconnu son favoritisme et les dégâts qu'il avait causés. Et Caitlin, le plus surprenant, a admis que son comportement au mariage avait été inexcusable, motivé par des années d'insécurité et de sentiments de droit. J'ai été horrible avec Rebecca dès le premier jour, a-t-elle avoué. Elle n'a jamais rien fait pour le mériter. Je détestais juste qu'elle semble si parfaite, si organisée. À côté d'elle, je me sentais comme un gâchis. Au moment où nos tasses de café étaient vides, la foule du matin s'était éclaircie. Nous avions parlé pendant près de 3 heures, couvrant un terrain qui avait été évité pendant des décennies. Rien n'était entièrement résolu, mais des graines de compréhension avaient été plantées. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, a dit Caitlin, rassemblant les documents que j'avais apportés. Prends le temps dont tu as besoin, ai-je répondu. L'offre tient toujours, mais souviens-toi que l'ancien arrangement est terminé, quoi que tu décides. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a hésité, puis m'a serré maladroitement dans ses bras. Je suis désolé, Shaun, a-t-elle chuchoté. Pour tout. Ce n'était pas une résolution complète, mais c'était un début. En les regardant quitter le café, je me suis senti prudemment optimiste pour la première fois depuis le désastre du mariage. Un vrai changement prendrait du temps, des limites constantes et probablement des conversations plus difficiles. Mais le mur du déni s'était enfin fissuré,
et c'était une première étape nécessaire vers la guérison. 6 mois après notre réunion au café, j'étais assis dans mon salon à regarder le football avec Marcus pendant que Rebecca préparait le dîner dans la cuisine. La sonnette a retenti et j'ai ouvert pour trouver Caitlin debout là avec un petit sac cadeau. Pile à l'heure, ai-je noté avec approbation. La ponctualité avait été un combat pour elle, mais elle faisait des progrès. La thérapie me fait mettre 3 alarmes maintenant, a-t-elle répondu avec un sourire d'autodérision. Elle m'a tendu le sac cadeau. Anniversaire de 6 mois du nouvel arrangement. J'ai pensé que ça méritait une reconnaissance. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de Rebecca et moi dansant à notre mariage. Le moment juste avant que le chaos n'éclate. Le fichier original du photographe avait été restauré numériquement pour supprimer toute preuve du désastre du gâteau qui a suivi. C'était réfléchi et symbolique. C'est vraiment gentil, Caitlin. Merci. Les 6 derniers mois avaient apporté des changements remarquables. Après avoir initialement résisté, Caitlin avait pleinement adopté les conditions de notre nouvel arrangement. Les séances de thérapie hebdomadaires, initialement suivies à contre-cœur, étaient devenues la pierre angulaire de sa croissance personnelle. Sa thérapeute, le docteur Angela Martinez, l'avait aidé à identifier des schémas de comportement découlant d'expériences d'enfance et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains. Académiquement, Caitlin avait prospéré avec des attentes claires et des conséquences. Sa moyenne était montée à un solide 3,2, et elle s'était finalement fixée sur une majeure en communication avec une mineure en design graphique, des domaines qui convenaient réellement à ses talents naturels. Le travail à temps partiel avec mon collègue Michael avait évolué vers un poste qu'elle appréciait vraiment. Sa créativité naturelle et ses compétences sociales, auparavant canalisées dans le drame et la manipulation, étaient maintenant des atouts dans un environnement professionnel. Michael avait même mentionné la possibilité de la parrainer pour un programme de stage après l'obtention de son diplôme. Le plus significatif, sa relation avec Rebecca s'était transformée. Les excuses formelles requises, livrées lors d'un dîner tendu 3 semaines après notre réunion au café, avaient été maladroites mais sincères. Rebecca, toujours gracieuse, les avait acceptées sans réserve. Depuis lors, elles avaient développé une amitié prudente, se rencontrant occasionnellement pour déjeuner ou faire du shopping sans ma présence. Ma mère avait entrepris son propre voyage d'autoréflexion. Après m'avoir initialement blâmé d'avoir forcé la thérapie sur Caitlin, elle avait finalement cherché elle-même des conseils. Ces séances ont révélé des insécurités profondément ancrées sur sa valeur après l'abandon de mon père et comment ces insécurités s'étaient manifestées dans ses décisions parentales. Nous reconstruisions notre relation lentement avec une communication plus honnête que nous n'en avions jamais eu auparavant. Le dîner de Thanksgiving organisé chez les parents de Rebecca avait été le véritable test de nos progrès. James et Linda Thompson avaient été naturellement appréhensifs à l'idée d'inclure Caitlin, mais Rebecca les avait convaincus de lui donner une chance. La soirée s'était déroulée sans incident, incluant même des moments de chaleur et de rire sincères. Quand Caitlin a présenté à la mère de Rebecca une carte de remerciement faite à la main, il n'y avait pas un œil sec à table. Le dîner est prêt, a appelé Rebecca depuis la cuisine, interrompant mes réflexions. Marcus, tu restes? Je ne manquerai ça pour rien au monde, mon ami, a-t-il répondu en me tapotant l'épaule en passant. La cuisine de ta femme bat les plats à emporter n'importe quel jour. Alors que nous nous rassemblions autour de la table, j'ai observé la conversation facile coulant entre Rebecca et Caitlin à propos d'une exposition d'art à laquelle elles avaient récemment assisté. Ma sœur était engagée, articulée et nettement plus confiante qu'elle ne l'avait été il y a 6 mois. La défensive qui avait caractérisé ces interactions pendant des années avait considérablement diminué. Plus tard, après le départ de Marcus et Caitlin, Rebecca et moi nous sommes installés sur le canapé avec des verres de vin. Elle est comme une personne différente, a observé Rebecca. Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là. Les limites ont aidé, ai-je reconnu. Mais le vrai changement est venu d'elle. Elle devait le vouloir. L'expérience m'avait enseigné des leçons profondes sur la dynamique familiale et la croissance personnelle. Premièrement, l'amour ne signifie pas permettre sans fin. Le véritable amour exige parfois des limites difficiles qui permettent aux gens de vivre les conséquences naturelles et de développer la résilience. En soutenant financièrement Caitlin inconditionnellement, j'avais en fait entravé sa croissance et contribué à son sentiment d'inadéquation. Deuxièmement, les relations saines exigent le respect mutuel et la responsabilité. Pendant des années, j'avais accepté le manque de respect et la manipulation pour maintenir la paix,
créant un schéma dysfonctionnel qui nuisait à tout le monde. Briser ce schéma, bien que douloureux, était nécessaire pour une connexion authentique. Troisièmement, les schémas établis dans l'enfance peuvent persister pendant des décennies s'ils ne sont pas examinés. Le favoritisme de ma mère, ma surcompensation et le sentiment de droit de Caitlin avaient leurs racines dans l'abandon de notre père et les insécurités qu'il a créées. Comprendre ses origines n'excusait pas le comportement destructeur, mais fournissait un contexte pour l'aborder efficacement. Quatrièmement, la guérison est rarement linéaire. Il y a eu des revers en cours de route, des disputes, des rechutes dans les vieux schémas, des moments de doute. Caitlin avait manqué des rendez-vous de thérapie 2 fois et perdu temporairement ses privilèges d'allocation. Ma mère avait parfois glissé dans des comportements permissifs. J'avais parfois été trop rigide dans l'application des limites, mais la trajectoire globale avait été positive parce que nous sommes restés engagés dans le processus. Enfin, et peut-être le plus important, il n'est jamais trop tard pour reconstruire. Ce qui semblait être des dommages irréparables après le désastre du mariage était en fait devenu le catalyseur d'un changement nécessaire. Parfois, les relations doivent se briser complètement avant de pouvoir être reconstruites sur des fondations plus saines. Un sou pour tes pensées, a dit Rebecca, remarquant mon humeur contemplative. Je réfléchis juste au chemin parcouru, ai-je répondu. Le désastre du jour du mariage a peut-être été la meilleure chose qui pouvait arriver à ma famille, aussi terrible que cela ait été sur le moment. Elle s'est appuyée contre moi, la tête sur mon épaule. J'ai hoché la tête, appréciant sa perspective et son pardon. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais j'ai vraiment hâte aux vacances avec ma famille cette année. Alors que Rebecca et moi profitions de la soirée paisible, j'ai ressenti une véritable gratitude pour le voyage difficile que nous avions navigué. Le désastre du jour du mariage qui avait semblé si catastrophique avait finalement été le point de rupture dont ma famille avait besoin pour reconstruire sur des termes plus sains. En restant ferme quand il aurait été plus facile de céder, en offrant un soutien structuré plutôt qu'une permission inconditionnelle, j'avais aidé à créer les conditions d'un véritable changement. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de la famille? Comment avez-vous équilibré la compassion avec les conséquences nécessaires? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et si cette histoire a résonné en vous, aimez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté mon voyage du désastre du jour du mariage à la guérison familiale. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent à la croissance la plus significative. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que le véritable soutien familial signifie vouloir le meilleur l'un pour l'autre, pas toujours céder à ce qui est le plus facile sur le moment.